Bonjour tout le monde, bienvenue à cette conférence. Alors, nous avons l'honneur et le plaisir d'avoir une conférence aujourd'hui avec le professeur Guy Rousseau de la Faculté de médecine. Je vais le laisser se présenter dans quelques instants. Moi, je m'appelle Hélène Charette, je suis conseillère pédagogique au Centre de pédagogie universitaire. Je suis responsable aussi de l'école, du dossier des formations. Et je vous avise, comme pour les autres webinaires, nous enregistrons cette conférence, nous enregistrons le clavardage et je vous invite, si ce n'est déjà fait, à vous renommer, à vous nommer correctement, c'est-à-dire avec le nom de la faculté à côté de votre nom, s'il vous plaît, dans la petite fenêtre de participants. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de comment rendre actifs les étudiants en classe. Je vais laisser Guy se présenter, puis après ça, moi, je vais enchaîner sur un tout petit topo sur l'activation des neurones, pourquoi il faut activer les étudiants. Alors, vas-y, Guy, je te laisse te présenter. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, écoutez, Guy Rousseau, je suis professeur au département de pharmacologie et physiologie à l'Université de Montréal. J'enseigne beaucoup. Je suis beaucoup de formations de CPU. Je pense que les gens de CPU me connaissent parce que je suis souvent à leur présentation. Ça m'a permis d'intégrer beaucoup de choses dans mes cours pour essayer de rendre les étudiants un peu plus actifs. Et je vais vous en parler. En fait, je vais vous présenter ce que je fais dans mes cours, les succès, les insuccès. Il y en a toujours un peu, mais on l'accepte. On en parlera tout de suite après. Donc, Hélène, vas-y. Parfait, merci. Oui, alors Guy, franchement, c'est un de nos fans. Il nous suit dans pas mal de formations. Et puis, ben, c'est super. Alors, merci beaucoup, Guy. Alors, voilà, pourquoi rendre actifs nos étudiants? Alors, pourquoi on devrait les rendre actifs? Donc, je vous pose la question et je vous demanderai, s'il vous plaît, de participer, d'écrire dans le clavardage ou d'écrire ou de prendre la parole. Alors, pourquoi on rendrait nos étudiants actifs? Puis, qu'est-ce que vous faites pour rendre vos étudiants actifs? Alors, je vous écoute, c'est maintenant que ça se passe. Pour les aider à apprendre, merci Mélanie. Allez, vous avez des idées là, pour rompre la monotonie du cours. Oui, merci, Imen, pour qu'ils travaillent plus fort que nous, pour avoir un cours dynamique, en effet. Et puis, qu'est-ce que vous faites pour les rendre actifs? L'humour, on utilise l'humour aussi. Les questionner, en effet, on peut les questionner. Vous n'avez pas d'autres idées? Vous êtes des enseignants, qu'est-ce que vous leur faites faire? Donc, oui, pour leur donner des tâches en équipe. H5P, excellent. Pour travailler en équipe, oui, on va les faire travailler en équipe pour les rendre plus actifs. Par contre, parfois, même si on travaille en équipe, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on va être actif, que tout le monde est actif cognitivement. Donc, ça aussi, c'est un élément à considérer. Pour construire, on peut faire construire des schémas, etc. Oui, tout à fait, Mélanie, merci. Les mettre en situation, fantastique. Oui, voilà, super. Donc, oui, les mettre en situation authentique, tout à fait. Les faire résoudre des tâches, par exemple, des tâches authentiques. Excellent, merci. Voilà, vous avez participé un peu. Merci beaucoup. Alors, pourquoi on les rendrait actifs? Mais parce qu'on veut qu'il y ait apprentissage. Et les apprentissages, c'est possible quand? Comment? C'est possible quand il y a un changement, quand on fait faire des changements dans le cerveau, quand il y a de nouvelles connexions neuronales ou quand il y a des modifications dans les connexions neuronales existantes. Alors, comment ça fonctionne? Alors, peut-être que vous le savez déjà, mais je fais juste un petit rappel de comment ça fonctionne dans le cerveau. Alors, sachez qu'il y a 85 milliards, nous avons 85 milliards à peu près de neurones dans le cerveau et chacun de ces neurones est connecté à 10 000 autres neurones. Donc, ça fait beaucoup de connexions. Et ce sont des ensembles de neurones qui vont être stimulés et connectés en même temps quand il y a des apprentissages. Alors, dans ce schéma, ce qu'on voit, on voit deux neurones ici, la connexion de deux neurones qui se connectent au moyen de la synapse. Donc, un neurone va être constitué de dendrites. Alors, on les voit ici, les dendrites. Alors, pensez à des doigts dendrites. Et les dendrites, c'est ce qui constitue la matière grise. Donc, plus il y en a, plus de connexion avec les dendrites, bien, plus on a une matière grise importante. Donc,
Un neurone et donc, va capter les signaux, les dendrites vont capter les signaux provenant de neurones environnants et aussi est constitué d'un axone. Cet axone va transmettre le signal aux autres neurones. Puis, il y aura la transmission d'un influx nerveux jusqu'au bout de l'axone qui va provoquer le relâchement de neurotransmetteurs dans la synapse qu'une fois capté par le neurone voisin, va influencer l'activation de ce même neurone. Donc, les dendrites, comme je vous dis, ça correspond à la matière grise et la synapse, c'est ici, on le voit en rouge, là, c'est vraiment le contact entre les deux neurones, c'est là où se passe l'échange d'influx nerveux. Donc, ça, c'est pour comprendre ce qui se passe. Alors, vraiment, il y a des connexions neuronales qui se font. Alors, ici, on voit un avant et après. Alors, ce n'est pas tellement longtemps après, hein, c'est 4 minutes après. On voit ici deux neurones qui sont stimulés et quand il y a apprentissage, on voit grâce à l'imagerie mentale, on est capable de voir maintenant ce qui se passe dans le cerveau, on est capable de voir ces connexions, ce changement dans le cerveau. Donc, c'est ce qui se passe chez nous tous quand on apprend et chez nos étudiants, bien sûr, aussi. Alors, avant et après. Alors, pour qu'il y ait modification des connexions neuronales, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut activer les neurones qui sont liés à l'apprentissage visé. On ne va pas activer n'importe quel neurone, il faut vraiment activer. Donc, si un étudiant fait autre chose, qui fait un effort cognitif pour faire autre chose que de produire une réponse en lien avec ce que vous lui demandez, bien oui, il active ses neurones, mais il n'active pas les bons neurones, bien sûr. Donc, c'est vraiment les neurones qui sont liés à l'apprentissage visé. Et pour activer ces neurones, que faut-il faire? Bien, il faut placer nos étudiants en effort cognitif. Et qu'est-ce que ça veut dire, effort cognitif? Bien, l'effort cognitif, ça veut dire d'être en mode récupération d'informations. Ce n'est pas en encodage, ce n'est pas en lisant ou en écoutant. Il va y avoir de la stimulation neuronale, mais là où ce serait vraiment efficace, c'est vraiment quand on est en mode récupération d'informations, quand on va aller chercher nos connaissances antérieures, quand on fait un effort cognitif. Alors, comment? Alors, en faisant ceci, entre autres, puis Guy va nous en parler aussi plus concrètement dans les groupes, donc en posant des questions. Alors, Mélanie nous en a parlé dans le cabaretage. On va poser des questions pour activer les connaissances antérieures. Donc, quand vous revenez dans une session d'enseignement, dans un cours, vous pouvez commencer votre session en posant des questions sur ce qui a été vu précédemment dans l'autre cours. Donc, vous allez activer les connaissances antérieures. Donc, en demandant aux étudiants de produire une réponse, ça veut dire des éléments de réponse, ça peut être une explication, on va lui demander de résoudre un problème, d'expliquer une démarche. Donc, on demande à l'étudiant de faire quelque chose, de produire quelque chose. Il ne faut pas oublier de laisser chercher les étudiants. Il y a une recherche, je ne me souviens plus laquelle, je ne suis pas capable de vous la citer, mais je pense que c'est au secondaire, au cégep, qui avait relaté que lorsqu'un enseignant posait une question, en général, on laisse très peu de temps aux étudiants pour répondre. On répond rapidement pour eux, mais il faut leur laisser le temps de chercher. Ce temps-là est très important. Et s'ils n'y arrivent pas, bien, on leur donne des indices parce qu'à ce moment-là, ils sont encore en train de faire travailler leurs neurones, justement, en train d'essayer de récupérer l'information, en train d'activer leurs connaissances antérieures. Donc, en donnant des indices, on ne leur donne pas de réponse, mais ils continuent à chercher et on sait que la mémoire fonctionne par association. Donc, aussi, comment on peut faire? Bien, on va activer les neurones à plusieurs reprises. Donc, ça va être important de répéter pourquoi, pour renforcer ces connexions neuronales, pour diminuer la charge cérébrale. Donc, plus on maîtrise quelque chose, plus on connaît de choses, plus on est capable de faire des choses, moins on va être en surcharge cognitive parce que ça va être très intégré, automatisé. Donc, on va devoir répéter, faire les exercices plusieurs fois. Pour aussi consolider l'apprentissage et réduire l'oubli, parce qu'en effet, c'est comme un chemin dans une forêt, nos connexions neuronales. Moins on utilise des connexions neuronales liées à un sujet, à un apprentissage visé, bien, moins la connexion va être solide jusqu'à ce qu'on puisse même perdre cette connexion neuronale. Si on arrête de jouer du piano quand on était jeune, puis on arrête, on ne touche plus jamais à ça, ou on apprend une langue, puis on ne la pratique pas, on ne s'exerce pas, on ne l'utilise pas, bien, le cerveau, lui, a besoin de mettre son énergie là où c'est important, donc il risque d'effacer, ou en tout cas de diminuer vraiment ses connexions neuronales.
C'est pourquoi on compare souvent, les chercheurs comparent souvent ça à un chemin en forêt. Alors, un chemin en forêt, plus vous allez l'emprunter, au départ, il y a des branches, il y a de l'herbe, il y a tout ce que vous voulez. Il n'est pas clair le chemin, mais plus on l'emprunte, plus il va devenir clair, plus il va être présent. Alors que si on arrête de l'emprunter, ben là, l'herbe, la mauvaise herbe, les arbres, tout ça vont revenir. Donc, dans le cerveau, c'est la même chose. On peut comparer ça à des chemins, toutes nos connexions neuronales. Et pour qu'elles soient présentes, pour que les apprentissages demeurent, ben, il faut utiliser ces neurones-là. On va aussi espacer l'activation de neurones. C'est quelque chose qui est très important à faire. Pourquoi? Parce qu'on veut favoriser l'activité cérébrale à ce moment-là et on veut aussi réactiver les neurones pendant le sommeil. On sait aujourd'hui que pendant le sommeil, il y a énormément de choses qui se passent. Le cerveau va refaire les apprentissages, va consolider. C'est extrêmement intéressant. D'ailleurs, vous pouvez lire le livre « Apprendre » de Stanislas Dehaene, dans lequel Stanislas Dehaene explique vraiment tout ça. C'est un psychologie cognitive, c'est un neuroscientifique, Stanislas Dehaene, il est français, donc c'est extrêmement fascinant ce qu'il nous explique dans son livre là-dessus. Puis aussi, pour laisser le temps au cerveau de renforcer ses connexions. Donc, on donne un petit peu de temps, pas trop de temps, un petit peu de temps pour espacer ses connexions neuronales, puis pour améliorer l'apprentissage et diminuer l'oubli. On va aussi fournir de la rétroaction. Pourquoi? Mais pour activer les mécanismes cérébraux de correction d'erreurs. Il faut que le cerveau puisse corriger quand il y a une erreur. Donc, on va devoir donner de l'information, de la rétroaction à un étudiant pour augmenter la quantité de dopamine dans le cerveau. Évidemment, quand c'est une rétroaction qui est positive, là, quand l'étudiant réussit et qu'il est super content, on remarque que le cerveau va produire cette hormone, la dopamine, donc l'hormone de plaisir. À ce moment-là, ça renforce l'apprentissage qui a été fait. Pour améliorer le pouvoir prédictif du cerveau et maximiser les dépenses énergétiques. Donc, le cerveau sait, admettons, qu'il s'est trompé cette fois-là, donc il va se réaligner autrement. Comme je vous dis, comme il est écrit ici, pour maximiser vraiment ses dépenses énergétiques, pas aller là où on sait maintenant qu'on peut se tromper, que ce n'était pas bon. Et pour améliorer l'apprentissage et diminuer les risques de répétition d'une erreur, donc il faut vite rétroagir. Le plus rapidement on rétroagit, le mieux c'est pour un étudiant. Et je termine avec ceci avant de laisser la place à Guy. Alors, cultiver un état d'esprit dynamique, ça veut dire de croire qu'on peut devenir meilleur. Ça, les recherches le démontrent aussi. Quand on croit qu'on peut devenir meilleur, le cerveau est prédisposé à mieux apprendre. Et donc, ça veut dire, on peut parler aux étudiants aussi de la neuroplasticité, du fait que notre cerveau n'est pas fixe. Et voici ce qui se passe dans le cerveau quand on apprend. Et ça va changer dans votre cerveau quand vous allez vous exercer, vous répéter, pratiquer, etc. Savoir qu'il est possible donc d'influencer cette neuroplasticité, ça ne reste pas fixe. Et éviter de croire qu'un état d'esprit dynamique suffit pour apprendre. Oui, mais il faut aussi appliquer des stratégies d'apprentissage qui sont efficaces et qui vont faire en sorte que vous appreniez. Et on va fournir des rétroactions qui sont compatibles avec un état d'esprit dynamique dans ce cas-là. Donc, ça veut dire qu'on ne va pas dire à quelqu'un, toi, tu as vraiment un talent là-dedans, tu es très, très bon. Non, on va plutôt dire, tu réussis parce que tu appliques des stratégies vraiment qui fonctionnent, des stratégies d'apprentissage qui fonctionnent. Ou au lieu de dire, si quelqu'un nous dit, je ne suis pas bon ou je suis nul, ça ne marche pas, je ne suis pas bon, ben non, on va lui dire, tu n'es pas encore bon. Tu as juste besoin de t'exercer, de te pratiquer. Donc, le cerveau, ton cerveau fonctionne comme celui des autres. Plus tu vas t'exercer, meilleur tu vas devenir. Alors ça, c'est très important. Et il faut comprendre il faut que les étudiants comprennent que quand on a la sensation que quelque chose est difficile, ça signifie simplement que le cerveau travaille, le cerveau est en train de se développer. Donc, on peut, comme je disais, oui, bon, bravo pour ton travail, tu as travaillé fort, donc tu as amélioré, tu as appliqué des stratégies d'études. Hein? Alors, tu ne cesses de t'améliorer à ce moment-là. Donc, tout n'est pas lié au talent et tout n'est pas lié non plus aux efforts, en ce sens qu'on peut fournir beaucoup d'efforts, mais ne jamais utiliser les stratégies
d'apprentissage qui fonctionnent. Hein, il y a des stratégies d'apprentissage, on le sait maintenant, qui sont plus efficaces que d'autres parce qu'on se met en effort cognitif. Donc, et ne pas dire non plus, ben toi, tu n'es pas fort là-dedans, toi, ce n'est pas ton domaine. Non, non, c'est pas vrai. Si l'étudiant applique encore une fois de bonnes stratégies, s'il travaille, s'il applique les stratégies enseignées, il va apprendre comme un autre. Donc ça, c'est comme si on cantonne quelqu'un, on lui dit, tu ne peux pas bouger de là, toi, tu n'es pas bon, ou toi, tu es bon, tu as un talent. Mais non, non, il faut travailler au niveau des stratégies. Donc, voilà, donc croire qu'on peut devenir meilleur, donc c'est en s'entraînant hein, qu'on va devenir meilleur. Alors, voilà. Alors maintenant, je vais laisser la parole au professeur Guy Rousseau qui va nous expliquer, qui va nous montrer comment on peut faire en classe pour rendre nos étudiants actifs. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Donc, vous allez voir, je lui laisse la parole. Merci beaucoup, Hélène. Écoutez, je pense que comme Hélène disait, pendant que je vais mettre ma présentation, comme Hélène disait, il faut se pratiquer. Ben, c'est exactement ce que je fais quand je suis les formations quand je suis les formations du CPU, c'est que je me pratique pour pouvoir y arriver. Donc, puis j'apprends toujours de nouvelles choses. Donc, ce que je vais faire ici, en fait, juste prendre une petite technique vue par la présentation d'Hélène, les façons d'apprendre, les trucs pour apprendre selon Steve Mess. En fait, il y en avait 6, en gros, là, de planifier plusieurs moments d'activation. C'est un peu ce que j'essaie d'utiliser quand je fais certaines activités, même en dehors des cours. Éviter l'entraînement prolongé. C'est rare que mes formations, en tout cas mes activités soient très, très longues. Éviter la répétition d'une erreur. Ça, c'est une chose que j'ai remarquée, puis on va en parler. C'est assez amusant. Entraîner la récupération en mémoire, effectivement, ça, c'est des choses qu'on fait. Laisser du temps pour récupérer en mémoire, puis donner de la rétroaction. Je pense que c'est une chose que malheureusement, on ne fait pas très souvent comme professeur, pas assez souvent comme professeur. On pourrait le faire beaucoup plus souvent. On a beaucoup plus d'occasions, mais des fois, on oublie de le faire. Puis, il y a des façons assez simples, puis tout ça, je n'ai rien inventé. Tout ça vient de des formations que j'ai suivies à gauche et à droite depuis, ça doit faire pas loin de 20 ans maintenant, du CPU. Donc, vous allez voir qu'il y a des trucs assez intéressants. Monsieur Rousseau, votre Oui. partage d'écran est en mode présentateur. Bon, c'est ça. Toujours, ça devrait aller mieux comme ça. Hein? Parfait. Merci beaucoup. Donc, écoutez, ce que j'enseigne à des petits groupes. Puis je suis en bas de 30. Pour moi, c'est un petit groupe. En fait, même des fois, c'est des groupes de 10 ou moins. Là. Fait que ça, pour moi, c'est des petits groupes. On a des groupes moyens. Entre 30 et 100, j'en ai quelques-uns. Puis j'en ai aussi des grands groupes. J'enseigne à 160. Puis dans un autre cours, il était 314 cette année. Donc, c'est énormément. Donc, ça change beaucoup. Il y a des choses que je suis capable de faire en grand groupe que je peux faire dans toutes les façons, là, de toute la grosseur des groupes. Mais il y en a d'autres, c'est plus difficile dans les grands groupes. Évidemment, il y a aussi, il reste le temps, hein, parce que la rétroaction prend un certain temps. Fait que si j'ai 314 étudiants au près, là, ça peut être un problème à donner de la rétroaction à tout le monde. J'ai trouvé des stratégies pour essayer d'être un peu plus global et ça peut fonctionner. Donc ici, c'est juste de donner une petite idée. On va passer à travers les activités que j'ai développées, puis je vais vous expliquer. Puis si vous avez des questions ou des commentaires, gênez-vous pas. C'est toujours ouvert. Puis si vous avez plus d'explications, ça me fait plaisir d'en donner. Évidemment, on va parler du tableau. Blanc ou vert, selon. Ce n'est pas un problème. On va parler de turning point, évidemment. Les devoirs que j'utilise, même dans les grands groupes, on peut le faire. Cap conceptuel, qui peut se faire facilement. J'ai fait des productions vidéo avec les étudiants. Il y a un jeu, je vais vous l'expliquer, quelques appels de pièges. Les tests par les étudiants, ça, je l'ai testé l'année passée. Des vidéos interactives, on l'a fait aussi. Des flashcards. Puis évidemment, le livre pour les questions étudiantes, vous allez comprendre pourquoi j'utilise ceci. Et tout ça, probablement parce que je suis, ça va être drôle de dire ça, je suis un peu paresseux. Non, c'est pas vrai, personne, moi, je pense pas que les gens me considèrent comme paresseux. Mais j'essaie de me simplifier la vie. Disons qu'on va le mettre comme ça. J'essaie de me simplifier la vie pour que ce soit le plus efficace possible, puis pour que je sois obligé de répéter 50 fois la même chose. Ce n'est pas très agréable pour personne. Donc, c'est une façon de faire. Le tableau blanc, des fois, on l'oublie. Hein? Il y en a dans toutes les classes, je pense, en tout cas, probablement. En tout cas, toutes les classes que j'enseigne, il y a un tableau blanc. Des fois, on l'oublie. On a notre PowerPoint, puis on n'utilise pas le tableau. Et
Et j'utilise le tableau particulièrement, entre autres, dans un cours où il y a 300, mon cours de 300 étudiants, j'utilise le tableau blanc et je fais venir un étudiant en avant, en fait 2 étudiants même en avant, pour répondre à une question devant tout le monde. Là, je sais tout de suite que je vois tout de suite les gens dire « Oh mon Dieu, pauvre étudiant, ça doit être stressant. » Oui, c'est stressant, je l'avoue. Et j'en fais des farces avec ça d'ailleurs. Je m'amuse beaucoup avec ça en me disant « Ben oui, c'est stressant, évidemment, si tu te trompes, on va tout rire de toi. » Mais c'est un petit détail, c'est pas grave. Puis après ça, ils partent tout à rire, puis ils comprennent. Au contraire, s'il est en avant, puis il a le courage de venir en avant, aidez-le. C'est beaucoup plus facile. Fait que, puis habituellement, ça marche tellement bien qu'à la fin du problème résolu par l'étudiant, ben, il y a toujours des applaudissements. L'étudiant est applaudi, puis il retourne à sa place avec un petit sourire en coin qui est très amusant. Fait que des fois, on l'oublie. C'est très simple, ça coupe le rythme complètement. Puis les étudiants, ceux qui n'étaient pas trop en effort, ils étaient plus ont subi le cours, ils deviennent tout d'un coup, ouf, un peu plus, ils disent non, ça ne me tente pas d'aller en avant et d'avoir les fous. Fait que donc, ça les brasse un peu. Fait qu'à l'occasion, ça peut être amusant d'utiliser le tableau pour poser une question puis faire amener quelqu'un. C'est peut-être une revanche que j'ai eue. J'ai repensé à ça quand j'étais en maîtrise. J'avais eu à répondre à une question, à résoudre un problème en statistique. Et ça prenait le tableau. En fait, c'était 2 tableaux, un à côté de l'autre. Et ça prenait la longueur du tableau au complet pour répondre à ça. Et je me souviens très bien encore. Je ne me souviens plus comment ça se calculait, mais je me souviens de la situation qui était un peu stressante, effectivement. Mais ça a porté ses fruits parce que je m'en suis rappelé assez longtemps. Je ne m'en savais plus maintenant, mais peu importe, au moins, ça en est servi quand c'était nécessaire. Donc, c'était assez amusant. Bref, je vous le dis, c'est quelque chose de très, très simple de tableau, que ça fonctionne bien. Et une fois de temps en temps, ça brise un peu la monotonie, puis ça surprend les étudiants. J'utilise Turning Point. J'ai utilisé Socrative. Ça peut être Kahoot aussi. Ce sont tous des façons de faire pour poser des questions aux étudiants. Le Turning Point, bien, ça s'intègre bien dans le PowerPoint. Fait que ça va très, très bien. Quand tu veux rejoindre les étudiants, ceux qui sont plus gênés, ben, je leur dis tout le temps que c'est anonyme, bien que je sais que ce n'est pas anonyme, mais je ne regarde pas c'est qui a répondu. Fait que ça ne change rien, là, mais on peut savoir qui a répondu, mais je ne le fais pas parce que de toute façon, ce n'est pas l'intérêt. Et ce que je fais après avoir posé la question, des fois, je m'amuse, c'est que quand je vois que la bonne réponse, je ne leur donne pas tout de suite la bonne réponse, mais quand je vois que la réponse est un peu plus faible, celle qui est moins bonne, en fait, si on choisit la mauvaise réponse, ce que je fais, c'est que je dis, bon, maintenant, parlez, discutez avec les gens autour de vous pour voir si votre réponse va changer, si vous êtes d'accord avec tout le monde, puis on va faire le sondage. Une fois que la question a été posée une première fois, discute 2 minutes, 2-3 minutes, je leur pose la question pour voir si ça a augmenté, le taux de bonne réponse a augmenté. Et ça arrive très souvent que le taux de bonne réponse diminue. Et là, dans ce temps-là, je pars à rire parce que je me dis, bon, je pense qu'il y a un travail à faire ici, puis là, ça permet de reprendre l'explication, puis de changer les choses à ce moment-là. Ça permet de les... en tout cas, c'est amusant, puis les étudiants, je pense qu'ils le remarquent. Et ce que je vois aussi, c'est souvent maintenant, les étudiants, ils ne l'ont pas dans leur PowerPoint, les questions. Évidemment, je ne veux pas qu'il y ait les questions avant. Ils l'ont dans le PowerPoint du professeur, mais pas des étudiants que je fournis. Mais ils veulent souvent avoir les questions juste pour voir un peu l'intérêt, c'est quoi les questions exactement, comment ça a été posé. Donc, ils les prennent en note très souvent, je l'ai vu maintenant. Donc, Kahoot, Turning Point, Socrative, c'est toutes des choses qui fonctionnent assez bien. Peut-être Turning Point, Kahoot, je ne l'ai pas beaucoup utilisé, mais Turning Point, j'ai utilisé. Ça prend un petit peu d'ajustement au départ, mais je pense qu'une fois que la courbe d'apprentissage est faite, ça va bien. Puis en même temps, ben, ça ralentit le rythme parce que le temps que les étudiants se branchent les premières fois, donc ça ralentit un petit peu le rythme, puis ça permet de faire une petite pause artificielle sans l'avouer. L'autre chose aussi que j'utilise, même dans mon groupe de 160, je fais faire des devoirs. En fait, il faut s'entendre, c'est un cours de statistique. Durant l'année, j'ai 4 devoirs, 4 moments différents durant la session. Donc, je leur donne des devoirs. Et le but là-dedans des devoirs, c'est sur Studium, c'est très facile. Je leur donne des devoirs. Pourquoi? Parce que ça me permet de savoir qu'ils vont travailler entre les 2 cours. Parce qu'il faut qu'ils leur remettent la session donc la session suivante. Donc, ils me remettent ça. Donc, je sais qu'ils ont travaillé. Ils peuvent travailler en équipe
à la rigueur, mais chacun doit me remettre une réponse qui est évaluée. En fait, je pense que chaque devoir, c'est 5 donc ce n'est pas un gros total, mais c'est des points qu'ils peuvent aller chercher facilement. Et donc, c'est une façon de faire. Et ce que j'ai fait depuis avec, donc, peut-être pour certains professeurs qui sont peut-être moins au courant, avec Studium, on peut avoir cette activité-là dans Studium qui nous permet de permettre le dépôt du devoir. Donc, les devoirs peuvent être déposés par les étudiants. Donc, c'est très facile de gérer ça. On les voit très bien qui a déposé, qui n'a pas encore déposé. Donc, c'est très, très, très facile. Et souvent, ce que je fais, c'est avec mes auxiliaires d'enseignement, c'est que j'ai développé une grille d'évaluation que je ne voulais pas, mais finalement, qui est rendue disponible aux étudiants. Ce n'était pas, mon but au début, mais je pense qu'à la longue, je pense que ce n'est pas une mauvaise chose, surtout pour les premiers devoirs. Comme ça, les étudiants voient où on donne des points, où on peut enlever des points. Et là, ça leur permet très bien de voir, ah, ben là, il ne faut pas que j'oublie de rajouter ça. Ah oui, il y a telle chose que je spécifie. Fait que ça leur donne une idée peut-être pour structurer. Donc, c'est une façon de faire. Par contre, c'est sûr qu'à 160 devoirs, c'est long. Avec les auxiliaires d'enseignement, j'en ai quelques-uns, fait ils se partagent l'ouvrage. Ici, ce qu'on a fait, c'est justement, on demande que les devoirs soient remis en PDF, en format PDF, très facile d'annoter. Donc, ça, c'est un devoir de l'année passée. Là, donc, les étudiants, ce qui était bon, avaient. Il y a même, on voit à certains endroits, on voit même des petites notes qui étaient rejetées par l'auxiliaire pour donner des informations supplémentaires. Et par la suite, avec la grille, l'auxiliaire a juste à cocher les cases pour donner les points. Ça se calcule automatiquement. Donc, ça fonctionne assez bien. Il y a une rétroaction, donc bravo, les hypothèses sont bonnes. Elles ne sont pas tout à fait exactes. Et ce que j'ai fait dans un cours où il y avait un petit peu moins de monde, une dizaine, je l'ai fait une première fois, à la suite d'une suggestion d'une formation CPU. On dit, tu peux faire une rétroaction par vidéo. Et je l'ai faite l'année passée pour la première fois. J'ai fait, et j'essaie de la retrouver, je n'arrivais pas à la retrouver, mais peu importe. J'ai fait une rétroaction pour un devoir, il était une dizaine par vidéo, donc ça prenait 1 minute de rétroaction. Donc, il y avait tous les commentaires sur les feuilles, puis je faisais un commentaire général à la fin par vidéo. Et, pardon. Et ma plus grande surprise a été que j'ai un étudiant qui m'a écrit, qui me dit « Ah, mon Dieu, que j'ai aimé ça d'avoir une rétroaction par vidéo. » On était en Zoom, mais il dit « J'ai tellement aimé ça d'avoir une rétroaction par vidéo. » Il dit « J'ai vraiment apprécié. » Et disons que ça m'a un petit peu jeté par terre. Je ne m'attendais pas à avoir un commentaire positif pour ça. Il me disait « Bon, peut-être banal pour les autres, mais non, lui, ça l'a marqué. Il a adoré ça. » Et bon, donc c'est sûr qu'à 160, c'est peut-être un peu compliqué, mais quand ils ont une vingtaine d'étudiants, je pense que c'est tout à fait possible et ce n'est pas si long que ça. Et comme je pense que à ce moment-là, mon Dieu, j'essaie de voir qui avait donné cette information-là. Je pense que c'est Grégoire. À ce moment-là, ce qu'il avait dit, ça n'a pas besoin d'être parfait comme vidéo, loin de là. Au contraire, vous pouvez donner puis même si vous vous trompez, ce n'est pas grave parce que ça fait plus humain et ça donne un rapprochement avec l'étudiant et j'ai l'impression que c'est effectivement ce qui est arrivé. Et ce qui est bon aussi, c'est que ça permet justement de renforcer l'étudiant, il disait bravo, tu as bien réussi, tu as bien compris les notions, tout était là, tout était parfait. Ou dire fais attention, il y avait ici un petit souci là, dans les chiffres, tu n'avais pas exactement le même nombre, fait que attention à ça, parce que tu vas perdre plus de points à l'examen. Donc, il faut faire attention, c'est une bonne pratique à avoir, etc., etc. Puis c'est 1 minute, c'est réglé. Pas difficile, puis c'est enregistré directement avec l'ordinateur. Donc, c'est vraiment, vraiment facile et ça fonctionnait bien. Mais la grille aussi, ça fonctionne bien et les étudiants aiment bien. Puis on peut rajouter même des commentaires s'il y a des choses encore plus précises. Donc, ça prend un certain temps, mais ça permet aussi à l'étudiant d'avoir une rétroaction assez, en fait, qui est personnalisée pour lui. Et ça, c'est beaucoup apprécié par les étudiants. Une autre activité très facile ici, je veux remercier juste André Laflamme parce que c'est à partir de cette documentation et ces informations que j'utilise ça maintenant. En fait, on peut faire des cartes conceptuelles avec ces Map Tools. L'idée là-dedans, c'est que, puis ça, c'est dans un groupe de 160 que je l'utilise, donc ça se fait assez bien. Ce que je fais, c'est que je les fais travailler en équipe souvent à ce moment-là. Les étudiants font une carte. En fait, ce n'est pas vraiment une carte conceptuelle parce que c'est plus un arbre décisionnel, mais c'est juste pour les faire pratiquer avec CMAP Tools. Certains l'ont utilisé au cégep, c'est ce qu'on m'a dit, même au secondaire dans certains cas. Puis comme ils l'ont oublié, fait que là, leur fait de leur prendre, ils disent « Ah, c'est intéressant. » Et l'idée là-dedans, moi, c'était pour leur donner une autre façon
d'étudier, une autre façon d'apprendre, de faire des cartes. Et ce que je sais, c'est que certains étudiants les utilisent par la suite, pendant leur cours, pendant leur bac. Et tout au long du bac, ils vont faire des cartes. Et j'en ai vu quelques-unes que j'ai gardées, les étudiants m'en ont donné. Fait que j'en ai gardé quelques-unes et je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Ce qui est aussi, bon, ça, c'est un exemple de carte conceptuelle là-dedans. Bon, on peut s'amuser à mettre des couleurs, c'est toujours un peu plus rigolo. Puis ça permet de faire passer le temps un petit peu, des fois aux étudiants qui sont un peu plus rapides. Mais ce que ça m'a permis de constater quand je regardais les cartes conceptuelles des étudiants, c'est que souvent, ça te permet de voir s'ils comprennent bien la logique des tests à faire. Et ici, bon, sans donner le cours de statistique, ça va unidirectionnel. On part à un point, on s'en va à l'autre, de l'autre, puis on avance toujours. Et ce que je voyais dans certains cas, c'est que les étudiants faisaient des boucles de rétroaction pour venir en haut. Mais je veux dire, si tu reviens en haut, c'est que tu n'as pas compris quelque chose. Il faut vraiment que ce soit toujours en ligne. Tu ne peux pas revenir sur tes pas. Si tu reviens sur tes pas, tu fais quelque chose de pas correct. Et ça m'a permis de voir que dans certains cas, les étudiants ne comprenaient pas certains concepts. Et là, c'est là que je peux intervenir quand ils sont en train de faire la carte. Je dis, ben non, regarde, parce qu'à cause de ça, puis là, ils comprennent. Et là, ça débloque, puis là, ils sont corrects par la suite. Donc, c'est une façon que j'ai trouvée assez amusante. Ça prend un certain temps à faire. Puis souvent, même les étudiants par la suite continuent à l'augmenter. J'ai toujours promis qu'un jour, j'aurai tout mon cours de statistiques sur une carte comme celle-là. On n'est pas encore là, mais éventuellement, on va y arriver. Là, puis, pour leur montrer. Et c'est une chose intéressante, parce que ça te permet justement d'interagir rapidement pour éviter qu'un étudiant maintienne une erreur. Et par la suite, justement, de pouvoir maintenir cette erreur-là, puis il se trompe tout le temps par la suite. Donc, on corrige ça rapidement. Et c'est une façon de faire. Et je sais que c'est utilisé par tous les étudiants, pas par tous les étudiants, mais par quelques étudiants. Ça, moi, je trouve ça intéressant dans un cas comme celle-là. L'autre chose aussi, ce qui a l'air un peu bizarre, c'était dans un cours où c'était tous les étudiants du cours. J'avais réussi à avoir toutes leurs photos. Je me suis amusé. Pendant toute la session, je leur ai fait faire une vidéo sur un sujet en pharmacologie cardiovasculaire. Moi, je suis responsable d'un cours en pharmacologie cardiovasculaire au bac. Et il y avait des sujets. Je les laissais travailler en équipe de 4. Vous avez un sujet que vous choisissez. Puis tout au long de la session, on faisait juste intervenir, qui me remettent le titre commencé, après ça, un résumé de ce qu'ils vont faire. Puis, bon, il y avait différentes étapes comme ça durant la session pour arriver au dernier cours où on présentait tous les vidéos des équipes. Il y en avait une dizaine. Et donc, toutes les équipes avaient leurs vidéos, puis étaient évaluées par leur père. Puis moi, j'évaluais non seulement les vidéos, mais également les critiques, les commentaires des étudiants, donc les évaluations des étudiants aux collègues. Donc, juste pour m'assurer de ça. Donc, il y avait 2 évaluations pour la vidéo et pour la rétroaction. Et ça a été vraiment, vraiment, honnêtement, c'était une très belle expérience. Je me suis amusé comme un petit fou. Ici, vous voyez l'entrée. En fait, c'est le tapis rouge. J'avais même mis en background la musique des Oscars. Bref, c'était vraiment, les étudiants sont partis à rire. Ils ont eu beaucoup de plaisir. Et les vidéos, j'en avais des sensationnelles. Et ce que j'ai demandé aussi, c'est que les étudiants, ceux qui voulaient, pouvaient me signer une feuille me permettant d'utiliser ces vidéos-là pour les cours suivants, dans les deux prochaines années. Ils me permettaient de les utiliser pour 2 ans, les vidéos. Et puis c'était signé, évidemment, juste m'assurer qu'on pouvait le faire pour pouvoir le présenter pour certaines notions. Donc, ça a été une expérience assez amusante. Écoutez, puis c'était des vidéos de 5 minutes. J'essayais de ne pas faire dépasser 7 minutes, mais le nombre de fois, je me suis fait demander, j'ai 7 minutes 17 secondes, est-ce que je peux couper? C'est ce que je dois couper absolument, mais c'était juste drôle de voir que c'était un petit peu difficile des fois pour eux autres de couper. Mais c'est ça, c'était un apprentissage et ça a été assez amusant. Puis je pense que les étudiants avaient beaucoup apprécié cette activité-là. D'ailleurs, j'ai une étudiante et j'essaie de retrouver le courriel. Je l'essaierai quelque part, je ne sais pas où, puis je ne m'en souviens plus, mais j'ai une étudiante c'était, je pense, la première année de la pandémie qui me dit, si je n'avais pas eu cette activité-là, elle dit, je n'étais pas motivé. Elle dit, c'est l'activité qui m'a permis de me motiver tout au long de la session parce que je trouvais ça le fun à faire et j'avais hâte de la faire. Donc, elle dit, ça m'a permis de garder ma motivation pour les études. Donc, juste ça comme message, pour moi, c'était comme j'ai réussi, bravo. On s'est vraiment amusé. Puis je pense que les étudiants en tout cas, les commentaires étaient très, très, très bons.
Ouais, c'était beaucoup de travail aussi. C'est ça, ça, je l'avais dit dès le départ. Beaucoup de travail parce que même si c'est 5-7 minutes, vous allez voir que vous allez probablement décupler et même plus le temps de montage, de chercher les images, de faire le scénario. C'est très, très long. Mais tout au long de l'année, c'est ça. Je mettais des balises, puis j'allais vérifier que le travail avançait pour éviter qu'il se retrouve à la fin, puis qu'il y ait tout à faire. Donc, le scénario était pas mal écrit au moins 3-4 semaines d'avance avant de faire le tournage. C'était fait. Donc, c'était très amusant, très original dans certains cas. J'ai encore des images qui me reviennent comme ça, puis je trouve ça le fun. C'est ça. Puis évidemment, ben, c'est ça. C'était donc le dépôt de la vidéo se faisait. Il y avait des horaires exactement. Il y avait donc tout ça était là, l'autorisation pour son utilisation, etc. Donc, tout était fait sur Studium, ça fonctionnait bien. Et je l'ai fait une seule fois jusqu'à maintenant pour toutes sortes de raisons, mais ça reste toujours dans ma tête. Je vais le refaire une autre fois. Je ne sais pas encore, il faut que je l'adapte pour un autre cours éventuellement, mais je pense que c'est quelque chose qui peut être intéressant. Quelques appels de piège, ça a l'air un peu bizarre. Certains ont déjà joué à ça, certainement, à un moment donné dans leur vie. Des questions, donc, vous savez que quelques appels de piège, c'est des pointes de tarte pour aller chercher. Il y a 6 couleurs, donc 6 disciplines différentes dans lesquelles il faut aller chercher la pointe de tarte pour compléter complètement la tarte avec les 6 couleurs. Et l'idée qui m'est venue là-dessus, c'est qu'en discutant avec des étudiants, j'avais le goût de faire un jeu. Et c'était encore dans le même cours du vidéo, là, évidemment, mais dans ce cours-là, à la fin de la session, il y a 6 sessions qui existaient avant l'examen final. Puis je me suis dit, tiens, ce serait amusant que si je créais le jeu quelques appels en piège, donc une centaine de questions par cours, et il y a 6 cours, donc les 6 notions, en fait, les 6 notions, donc les 6 points de table vont être là, donc on peut jouer avec ça. Et on l'a fait comme ça. Il a fallu trouver les boards. J'ai réussi à trouver ça. C'est tellement drôle sur Internet, vous trouvez tout. Les boards, je les ai trouvés et j'ai même trouvé les pointes de tarte et les tartes. Là. Donc, tout ça se retrouve sur Internet. C'est assez amusant. Donc, 6 cours, 6 couleurs de questions, ça allait super bien. Et ce que j'ai fait, c'est que j'avais réservé à la bibliothèque de santé, mais ailleurs aussi, ça se fait. Là. Donc, dans les bibliothèques, ils ont des salles disponibles. Le cours était divisé, les gens étaient divisés en 3 salles. Donc, il y avait un tableau pour chaque salle. Et quand le tableau était, quand c'était presque terminé, là, un tableau était presque terminé, ceux qui étaient en avance, parce qu'on n'a pas eu le temps de finir, se sont réunis pour faire le quelques en piège des meilleurs, en fait, ceux qui avaient le plus de réponses. Et on s'est amusé à faire une dernière tournée avec ça et c'était incroyable. La classe était à peu près, toute la classe était réunie autour des gens qui jouaient là, la dernière partie. Et c'était vraiment intéressant. Ici, c'est juste donner l'exemple de ceux qui avaient gagné à ce moment-là. Je leur mettais, il y avait un trophée. Vu que c'est cardiovasculaire, c'était un cœur qui avait, mais j'ai demandé de leur avoir parce qu'ils vont les avoir les années subséquentes, mais c'était juste pour rigoler. Donc, c'est eux autres. Écoutez, juste donner les étudiants, particulièrement ces 2 étudiants-là, et particulièrement cette étudiante-là, elle était incroyable. C'est incroyable. Les réponses, elle les avait à peu près toutes. J'avais même un vice-douanier que j'avais invité à venir faire un tour. Il est arrivé à ce moment-là, il n'en revenait pas. Comment l'étudiant était capable de répondre à tout. C'était donc une semaine avant l'examen. Et ce que je me suis amusé à faire aussi, il y avait donc 600 questions de préparer. J'ai dit, si vous jouez comme il faut, si ça va bien, tout le monde est heureux, puis ça a été le fun, puis vous avez pas, il n'y a pas eu rien de particulier, je vais prendre 10 questions de ces 600-là qui seront à l'examen final. Évidemment, ça me donne beaucoup de jeu, là. Mais comme je leur ai dit, si vous jouez correctement, je ne prends pas les questions les plus difficiles. Si vous jouez, vous ne participez pas aussi bien, il y a des questions très difficiles dans le jeu, mais ça peut que ce soit une de ces questions, que ce soit quelques questions comme celle-là. Et ça n'a pas été un problème du tout. Au contraire, les étudiants ont joué. Et une chose que j'avais en fait, je n'avais pas prévu, c'est que lorsque un étudiant n'avait pas la bonne réponse, souvent les autres étudiants embarquaient en disant, ben oui, tu te souviens, à cause de telle affaire, il y a eu ça, ça fait que c'est pour ça la réponse. Puis là, l'étudiant disait, ah, OK, c'est correct. Donc, c'était les étudiants qui donnaient de la rétroaction aux autres étudiants lorsqu'il y avait une mauvaise réponse. Et ça, oui, ça a pris du temps. Oui, c'est long à préparer.
Mais ça a été vraiment, vraiment plaisant. Je l'ai refait une deuxième fois et, j'essaie de voir comment je peux combiner tout ça dans un cours parce que c'est vraiment, oui, beaucoup de travail, mais en fait, après ça, chaque année, s'il y a une ou deux questions qui changent, vu que c'est sur des cartes facilement imprimables, je peux échanger. Donc, ce n'est pas un gros travail par la suite. Au début, oui, mais par la suite, c'est très, très, très facile à faire. Donc, ça a été très amusant aussi. Je regarde, il y a aussi le test étudiant. Donc, cette année, j'ai demandé aussi aux étudiants de préparer des questions. Donc, il fallait qu'ils composent deux questions sur le sujet qui avait été développé. Puis là, vous pouvez répondre en vrai ou faux, à une association, choix multiples, puis donner une rétroaction pour chacune des questions, chacune des réponses. Et ce que les étudiants ont remarqué dans un cas comme celle-là, c'est que que les questions, ce n'est pas si facile que ça à faire, que c'est très compliqué, puis il ne faut pas donner la réponse. Puis là, ils ont commencé à comprendre un peu plus que faire une question, c'est pas souvent les étudiants chicanent après les examens que les questions sont trop faciles, trop difficiles. Ben, trop faciles, c'est plutôt rare, là, mais plutôt très difficiles. Ah, c'était pas compréhensible. Ben, maintenant, quand ils sont pris à en faire une, ils se rendent compte que c'est pas si évident que ça. Et ça permet un petit peu d'atténuer des fois cette frustration-là pour les étudiants. Et je suis en train de me poser la question si on ne devrait pas faire ça dès la première année au bac. Comme ça, ils comprendraient dès le départ que ce n'est pas si facile que ça de faire des questions. Et en tout cas, bref. Je pense que j'avais appris une ou deux questions des questions par les collègues, par les pairs, et je les ai mis dans l'examen final. Donc, ça a été. C'est une autre façon de faire. Et en même temps, ben, ça te permet d'avoir quelques questions, de modifier un petit peu ton nombre de questions. Des fois, pour changer tes questions, tu ne sais plus trop tôt. Là, des fois, quand ça fait quelques années que tu donnes un cours, tu as de la misère à en inventer. Mais là, c'est une façon d'en inventer. Tu demandes aux étudiants. Tu les modifies un petit peu. Mais ça peut fonctionner. Guy, on a quelqu'un ici, Mélanie, qui aurait une question pour toi. Oui, Mélanie. Ben, je trouve ça intéressant, Guy, que tu aies expérimenté ça, là, justement, ce petit module questions par vos collègues. Là. Ouais. Est-ce que tu as enseigné à tes étudiants comment faire une bonne question ou tu es allé avec ta consigne, puis après ça, tu les as laissés expérimenter? Veux-tu nous parler? En fait, pendant qu'ils préparaient, je passais à travers les groupes pour les aider. Puis j'essayais de en fait, je les ai laissés taponner un petit peu au début. C'était voulu pour qu'ils réfléchissent un peu. Mais tu sais, je leur disais, il ne faut pas évidemment que la réponse se retrouve. Il faut pas que la réponse se retrouve dans la question. Puis tu sais, il faut faire attention. Il ne faut pas qu'elle soit trop difficile non plus parce qu'elle était évaluée par les collègues aussi, ils les évaluaient. Donc, mais après ça, moi, je passais d'équipe en équipe. Et on essayait de voir avec eux autres comment les améliorer, puis qu'est-ce qu'ils pouvaient faire pour que la question se tienne encore mieux. Puis on s'est amusé après ça. Oui, vas-y. Non, puis tu disais c'est un travail évalué de ton cours, c'est ça? En fait, non, je ne l'ai pas évalué vu que c'était la première fois. Des fois, je donne une chance. Mais par contre, il y avait des questions qui sortent peu dans l'examen final. Fait que c'était une façon là, de les motiver à écrire. Parce qu'évidemment, ceux qui ont écrit la question, ils sont avantagés, évidemment. Parce que c'est sûr. Ils devraient avoir la réponse. Je m'attends à ça, ce que je n'ai pas vérifié, par exemple. Super intéressant. Donc, j'entends, là, si je résume, si j'ai bien compris, tu le fais comme plus un exercice pendant le cours, puis ça a été réinvesti à l'examen. C'est ça, exactement. Merci, Guy. Ça fait plaisir. Merci. On aurait une autre question pour toi, Guy. Alors, Farzine. Bonjour, Guy. Merci beaucoup pour ton partage. En fait, j'avais un peu la même activité, mais je me suis rendu compte que les étudiants ne mettaient jamais de questions et je sais maintenant pourquoi, parce que je ne leur donnais pas vraiment de consignes sur comment écrire. Je ne donnais pas de temps pendant le cours. Je disais, voilà, il y a un espace, je vous invite à écrire une question pour l'examen de telle ou telle manière. Cette question peut se trouver à l'examen, mais finalement, avec un groupe de 50 étudiants, je n'ai aucune suggestion. Donc, ce n'était pas noté, donc il n'y avait pas tellement de motivation. Mais c'est intéressant la manière dont tu as géré cette activité. Oui, je pense qu'effectivement, souvent, quand il y a un petit bonbon là, au bout de tout ça, je pense que les étudiants, c'est un peu plus facile de les motiver puis aller les chercher.
Et même pendant le cours, parce que nécessairement, ils sont obligés de réfléchir. Ils reprennent la matière, puis là, ils se parlent. Ouais, mais là, on ne peut pas poser de questions. Qu'est-ce qui se passe si on allait comme ça? Oui, mais est-ce qu'ils sont capables d'y répondre? Puis là, ils sont. Oui, puis il faut trouver des choix de réponse. Juste trouver des choix de réponse, des fois, c'est pas. On le sait, quand on fait des questions, c'est pas toujours facile pour qu'ils se tiennent, là. Donc, c'est ça. Il faut juste un petit peu plus de temps en temps. C'est des techniques que j'ai utilisées. Je pense qu'ils ont trouvé ça le fun parce que, en fait, ça permet d'avoir un autre côté de choses des fois qu'ils ne voient pas. Puis je pense que c'est le genre de trucs que je devrais faire peut-être même au début du bac pour leur permettre de comprendre que c'est pas si facile que ça faire des questions. Puis vous critiquez, c'est vrai, vous avez le droit, mais en même temps, vous allez comprendre que ça demande beaucoup de temps de faire une bonne question. Donc, c'est amusant. Ah oui, c'est ça, vidéo interactive. Donc, ici, c'est juste un exemple que j'ai fait, une petite vidéo interactive, courbe de compétition. Je sentais que c'était une notion qui était un petit peu difficile dans un cours. Fait que je me suis amusé à faire une vidéo interactive. H5P, ça va très, très bien. Ce n'est pas très compliqué. Quand vous avez des petits points ici, je ne sais pas si vous les voyez, les petits points en bas, c'est des questions. Donc, ici, une question qui apparaît, qu'il faut qu'ils répondent à la question avant que ça continue. Et je vais vous dire, j'ai posé la question aux étudiants la première fois que je l'ai fait, s'ils avaient apprécié. Je pense que c'était plus que 90% des gens avaient dit qu'ils avaient apprécié. Et je me suis amusé. C'est juste amusant des fois de voir des commentaires. Il y en a un qui m'avait répondu qu'il ne sentait pas que ça l'avait aidé. Mais quand j'ai regardé, il est allé faire les vidéos interactives 8 fois durant la session. Donc, ça ne l'a peut-être pas aidé, mais il l'a fait 8 fois. D'accord. Je me suis amusé quand j'ai regardé. En tout cas, ça m'a fait rire un petit peu. Bref, mais les étudiants aiment beaucoup. Ça permet de rapidement. Vous voyez, ça, c'est une activité, je pense, ça durait 3 minutes. Non, 7 minutes, cette vidéo-là. Donc, 7 minutes sur les notions. À tout bout de champ, je pose des questions. Fait qu'à la fin d'un cours, un étudiant peut vérifier s'il a bien compris certaines notions. Fait que c'est une bonne façon de pouvoir le faire et de vérifier. Donc, c'est amusant. Fait que, ça prend un certain temps à faire, évidemment, mais quand on a fait quelques-unes, ça va de plus en plus vite. Et trouver des questions, c'est facile. Puis en même temps, ça rassure les étudiants de voir quel genre de questions qui peuvent être posées. C'est quoi le style de question? Est-ce que c'est vraiment un petit détail ou bien non, c'est plus général? Fait que ça les aide un petit peu à comprendre ça. L'autre activité, encore, ça, en fait, c'est tout récent. On travaille là-dessus. En fait, ce n'est pas vraiment des flashcards, je ne me souviens plus le terme exact, mais c'est comme un flashcard. En fait, j'ai posé la question cette année au groupe de 300 étudiants. J'ai dit, est-ce que vous utilisez quelque chose de particulier pour étudier? Puis cet étudiant-là m'a écrit, il dit, oui, moi, je fais des flashcards pour pouvoir faire ça. Fait qu'il dit, c'est comme ça que c'est étudié. Puis je l'avais déjà entendu par d'autres étudiants. Fait que je me suis dit, est-ce que ça te tenterait de les partager avec les autres étudiants? Fait que, il m'a dit, ben oui, c'est certainement. On ne l'a pas fait durant l'année même parce que ça demandait un certain temps. Mais ce qu'on fait cet été, on travaille là-dessus. Fait que il y avait 12 cours et je pense qu'il y a 8 professeurs différents qui interviennent dans les cours. Fait que l'étudiant, j'ai envoyé des questions avec les réponses à tous les professeurs du cours. J'ai demandé, pouvez-vous les vérifier? Vous n'êtes pas obligés, mais si ça vous tente, on va les mettre dans des flashcards puis vous pourrez les tester. Fait que les professeurs m'ont tous répondu, ils m'ont tous corrigé. Ils m'ont retourné ça, puis là, on s'amuse. Là, je m'amuse à mettre des images un petit peu là-dessus, juste pour le plaisir de la chose. Et l'étudiant, ben, c'est ça, il travaille ses questions, puis moi, je les mets sur H5P parce que c'était un peu plus compliqué. Là. On ne peut pas travailler deux sur le même fichier. Puis comme je voulais être sûr que d'année en année, je puisse les revoir, on peut changer une flashcard seulement. Donc, l'année prochaine, les étudiants vont avoir environ une 50aine de flashcards par cours pour ce cours-là, dans lequel ils vont pouvoir se pratiquer puis vérifier si on bien se souviennent de la matière. Et l'idée là-dedans, c'est encore une fois, donc, ils le font à l'extérieur du cours, ils revisent la matière. Je vais leur dire, bien, écoutez, durant la semaine, faites les flashcards. Ça va vous prendre une demi-heure à faire les flashcards, puis ça va vous permettre de revoir les notions rapidement, puis ça va vous permettre justement de favoriser votre étude, la rétention de ces notions-là. Donc, et ça avance. Là. Disons qu'on a déjà quelques-uns de fait et on est content. C'est ça. Ça avance assez bien et ben en tout cas, moi, je pense que les étudiants vont apprécier ce genre d'informations-là. Et parce que je sais que c'est utilisé. Donc, et mon travail, en fait, c'est sûr de vérifier les questions en dernier tout, là, mais
les mettre sur H5P, mais honnêtement, je veux dire, ça ne demande pas une grande attention. Fait que quand je me sens un peu plus fatigué, c'est le genre de trucs que je fais parce que c'est pas trop compliqué. Et c'est pas moi qui ai fait l'ouvrage, c'est les étudiants. Fait que, ça paraît beaucoup, mais c'est comme ça. L'autre chose aussi, dans le groupe de 300, l'autre chose que j'ai utilisée, puis justement en travaillant avec Mélanie cette année, on est arrivé j'avais toujours les mêmes questions qui revenaient d'année en année sur mes cours à moi. Puis répondre, des fois, tu as 3-4 fois la même question, puis là, tu essaies de développer quelque chose. Fait que là, cette année, ce que j'ai décidé de faire, c'est en travaillant sur un livre. Les questions des étudiants, je les mets dans le livre pour mon cours. Et je donne la réponse. Donc, vous l'avez ici un exemple. Bon, c'est l'étudiant qui pose la question, je donne ma réponse. Et ça, c'est sur le site de Studium. Donc, à mesure qu'on s'approche de l'examen, bon, il y a toujours un peu plus de questions, mais il y a des étudiants qui se préparent d'avance. Des fois, ils ont une dizaine de questions, une quinzaine de questions, et c'est long à répondre. Mais là, à ce que je leur dis, c'est maintenant, vous avez des questions dans le livre, vous allez y répondre, puis d'année en année, je peux le garder, donc, ou je vais les ajuster. Donc, ça va être, allez voir les questions dans le livre. Si votre question n'est pas là, vous pouvez me la poser, je vais la rajouter. Je ne vous répondrai pas personnellement. Je vais la mettre dans le livre et là, vous aurez la réponse dans le livre pour justement éviter de répondre 50 fois à la même question. Parce que ça m'est arrivé des fois, même mot pour mot. Il y a 3 étudiants qui se parlent ensemble, qui m'envoient les 3 la même question. Je veux dire, c'est un peu long à répondre. Pour éviter ça, maintenant, on utilise le livre. Ça simplifie les choses et puis je peux la transférer de session, en fait, d'année en année, je peux la transférer en faisant quelques ajustements. Donc, je sauve du temps. Je me sauve du temps. Et les étudiants ont aimé ça. Ce qui m'amène juste à la dernière partie de ma présentation. C'est le cours de 317 étudiants, puis à 14, je ne me souviens plus, là, 300 étudiants. Je me suis amusé à regarder un peu ce que ça a donné comme juste vous montrer ici le nombre de fois que les vidéos interactives ont été consultées, donc soit 0 fois, 1 ou 2, 3, 4 ou 5, plus de 5 fois. Puis je me suis amusé à regarder des notes des étudiants. Donc, on voit que ça augmente. Ceux qui ne l'ont pas utilisé, c'est ceux qui ont les notes les plus basses, mais on voit qu'à mesure qu'on les utilise, ça augmente jusqu'à temps qu'on atteigne un certain plateau. C'est une première fois, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est pas. C'est sûr que les gens vont dire ouais, mais ceux qui le font plus souvent, c'est sûr plus à leur affaire ou moins sécure, donc ils veulent avoir plus de détails. Peut-être, mais reste que quand tu ne le consultes pas en général, tu as des moins bonnes notes. Ça, c'était juste pour les vidéos interactives pour ce cours-là. Je me suis amusé après ça à regarder la foire aux questions, le livre. Et là, ici, il faut comprendre que le livre, il évolue durant la session. Une fois que le cours est donné, je réponds aux questions, mais ça se peut que 2, 3, 4 semaines après le cours, il y a des questions qui apparaissent. Donc, on voit que ça peut augmenter. Encore une fois, ceux qui n'ont pas consulté le livre, les notes sont les plus basses. On voit que si on le consulte, on a des chances d'augmenter nos notes. J'ai juste 3 fois, je ne comprends pas pourquoi c'est plus bas, mais ça, c'est un essai. Mais je me suis amusé juste à regarder. Il y en a qui l'ont consulté 10 fois et plus, juste à montrer les notes qu'ils ont obtenues. Là, je pense que c'est des gens qui deviennent un peu perfectionnistes. Je pense qu'on peut penser que ceux qui les ont consultés 4 fois et plus, c'est suffisant. Là. Je pense que ça donne une bonne idée. On voit qu'entre 70 et 80, je pense que c'était 83, 84, il y a quand même une bonne différence. Donc, et ça vous permet aussi, lorsqu'un étudiant vient vous voir pour dire j'ai travaillé fort durant le cours, puis je ne comprends pas, puis est-ce que vous pouvez me donner 0,5 de plus, ça me permettrait de changer ma note, ça vous permet d'aller voir s'il avait fait des activités, puis lui dire ouais, mais tu vois, il y a des activités que tu n'as pas faites. Si tu les avais faites, peut-être tu l'as vu ton 0,5 de plus, puis ça t'a permis d'avoir la note que tu voulais. Des fois, c'est un argument qui peut. Puis là, ils ne peuvent pas rien dire parce qu'ils le savent. Donc, c'est un autre exemple. Juste les activités, j'ai calculé 6 activités que j'avais mis dans le cours, puis j'ai regardé voir qu'est-ce qui se passait. Ceux qui avaient fait aucune activité, personne n'a fait seulement une activité. Donc, il y en a qui ont fait 2, 3, 4 activités, 5 activités ou les 6 activités. Puis on voit qu'en général, là, si on va avoir des meilleures notes, en général, il faut faire au moins 5 des 6 activités ou les 6 activités. Ça permet d'augmenter les notes. Donc, c'est sûr qu'on n'a pas regardé quand ils les ont utilisés, combien de fois qu'ils les ont utilisés, mais c'est juste chaque activité. Donc, bref, ça me dit encore une fois, si tu es à ton affaire, tu étudies,
puis tu fais les activités, bien, ça va certainement t'aider. Fait que ça, c'est des trucs, en fait, c'est des résultats que je trouve intéressants. Il ne faut pas aller plus loin que les données, là, mais je pense que ça peut être intéressant. Puis la dernière chose ici, ceux qui me connaissent savent que je fais un peu de scénario à l'occasion, fait que j'ai un document. Ici, je n'utilise pas le scénario pour une classe inversée. Comme ça avait déjà été monté pour toutes sortes de raisons, je leur donne en disant, bien, écoutez, c'est un document qui existe, qui représente le cours que j'ai donné et qui vous permet d'avoir des informations, peut-être des fois complémentaires, mais certainement les informations que j'ai données dans le cours sont présentes dans le scénario. Fait que vous pouvez le faire. Vous pouvez le regarder. Fait que là, je me suis juste amusé à regarder ceux qui l'avaient fait avant, la note qu'il y avait. Bien, c'est sûr que si tu la regardes et tu la refermes, ça, je ne peux pas y faire. Ceux qui l'ont fait en dedans de 3 semaines de mon cours, donc mon cours était, le 1er mars, bien, s'ils l'ont fait jusqu'au 21 mars, s'ils l'ont consulté, le scénario, on voit que la note était à peu près 77-78 %. Et ceux qui l'ont fait à la fin seulement de la session, donc en fait, plus que 3 semaines. Donc, à partir de la fin du mois de mars, début avril, là, ce qu'on voit, c'est que les notes chutent. En fait, si on veut être sûr qu'ils retiennent bien la matière, moi, en tout cas, ça me donne cette impression-là, puis il faudra que ce soit confirmé. Mais ça me laisse supposer que si tu refais la matière, tu le regardes, bien, ça te permet de consolider un peu tes informations pour augmenter tes notes et non de le faire à la fin pour juste te bourrer le crâne pour essayer d'avoir une meilleure note à l'examen. Oui, ça aide, mais je pense que ça aide davantage quand c'est fait rapidement après à la suite du cours. En fait, ce que je voulais vous présenter, c'était juste des façons c'était juste des façons que j'utilise pour essayer d'activer les étudiants un petit peu en classe. On s'amuse un petit peu avec ça, mais je pense que il y a des trucs intéressants. Il y a des trucs intéressants. Je ne sais pas s'il y avait des questions. Alors, écoute, on nous dit très intéressant, là. Très intéressant, l'aspect microscopique de l'apprentissage en lien avec la neuroscience et les exemples pertinents en lien avec la pratique. Merci du partage. Donc, on dit aussi c'est bien de montrer ces graphiques-là, les graphiques que tu montrais aux étudiants pour les motiver lors des prochaines sessions. C'est inspirant avec des bons exemples concrets. Est-ce que vous aviez des questions? Ça a l'air beaucoup, hein, mais c'est pas souvent, c'est quand on se fait aider par les étudiants, par les collègues, là, on se parle l'ouvrage, c'est beaucoup moins demandant qu'on peut penser. C'est vrai que quand on travaille en collégialité, là, en approche programme avec d'autres collègues, là, c'est ça, écoutez, on vous suggère fortement d'aller vers ça. Moi, je dis même des étudiants. Il y en a plusieurs très volontaires qui sont prêts à partager, c'est incroyable. Puis tant mieux quand on trouve les budgets pour les payer en plus de ça, ben, c'est encore mieux pour eux autres. Oui, c'est engageant aussi, c'est motivant. Ouais. Donc, écoute, merci énormément, Guy, pour ta présentation. Merci de ce partage et vraiment d'avoir pris le temps d'être là avec nous aujourd'hui. Donc, comme je le mentionnais, nous, on va aller placer cette conférence sur le site du CPU, donc vous pourrez la revoir ou proposer à vos collègues aussi d'aller l'entendre, d'aller la visionner aussi. Alors, merci. Puis si je peux aider des fois, ben, vous pouvez venir me poser des questions, ça va me faire plaisir.